Chunk One. Et je dois enquêter à nouveau sur ça. Et GoBC était un game share. Mais je pense que c'est un game share pour tout. Pendant 25 ans, les archéologues ont fouillé à Göbekli en pensant qu'ils comprenaient le stop et le site. Puis, l'intelligence artificielle a repéré quelque chose d'impossible. Les massifs cercles de pierre n'étaient pas placés au hasard. Ils formaient un triangle parfait, planifié dès le début par des personnes vivant il y a 11,000 ans. Les scientifiques remettent maintenant tout en question. Comment des chasseurs-cueilleurs ont-ils maîtrisé la géométrie avant même que l'agriculture n'existe? Et pourquoi ont-ils enterré leur chef-d'œuvre immédiatement après l'avoir construit? Les réponses que l'IA a révélées réécrivent l'histoire de l'humanité et les implications sont terrifiantes. En 1963, un groupe de chercheurs américains et turcs traversait une colline isolée dans le sud-est de la Turquie. L'endroit s'appelait Göbekli, CE, qui signifie « colline à ventre de peau ». Cela n'avait pas l'air de grand-chose, juste une élévation de terre poussiéreuse parsemée de quelques morceaux de calcaire sortant du sol. Ils ont supposé que c'était juste un cimetière médiéval abandonné et ont continué leur chemin. Pendant les 30 années suivantes, la colline a été oubliée, se dressant silencieusement au-dessus des vastes plaines de Harran. Puis, en 1994, tout a changé. Un archéologue allemand nommé Klaus Schmidt est retourné sur cette même colline. Dès qu'il l'a vue, quelque chose a fait tilt. Il a dit plus tard que dès qu'il s'est tenu sur cette élévation, il a senti que CE n'était pas juste une colline. C'était un site de l'âge de pierre et un site massif. Les pierres que d'autres avaient prises pour des pierres tombales n'étaient pas du tout des tombes. Elles étaient quelque chose de bien plus ancien. Il a regardé les douces courbes du monticule et a su qu'il se tenait au-dessus de quelque chose d'extraordinaire. Schmidt est revenu en 1995 avec une équipe complète et a commencé à creuser. Ils ont révélé une série de massifs cercles de pierre composés de piliers imposants, chacun ayant la forme d'un T géant et mesurant jusqu'à 5 m de haut. Ce n'étaient pas seulement de grossières plaques de roche. Chaque pilier était soigneusement sculpté, poli et décoré d'images détaillées d'animaux sauvages, de symboles étranges et même de CE qui ressemblaient à des membres humains. Une enceinte particulière, connue sous le nom d'enceinte D, se distinguait. C'était le cercle le plus ancien et le plus complet. Et en plein cœur se dressaient 2 piliers colossaux de plus de 5 m de haut, couverts de sculptures de lions, de renards, de vautours, de serpents, de scorpions et de gazelles. Ces créatures n'ont pas été choisies au hasard. Chunk 2. Elles étaient tirées du paysage sauvage qui entourait le temple il y a plus de 11,000 ans, une époque où la région était riche en gibier et intacte par les villes ou l'agriculture. Mais il n'y avait pas que des animaux sculptés dans la pierre. Certains piliers avaient des formes étranges, comme des H et des V, et même des bras et des mains, comme si les piliers eux-mêmes étaient des figures humaines stylisées, peut-être des dieux ou des ancêtres. L'une des pierres les plus célèbres, le pilier 43, souvent appelé la pierre du vautour, montrait un scorpion, un vautour et d'autres symboles disposés avec une telle précision que beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir d'un message, d'un enregistrement, voire d'une forme de narration préhistorique. Le niveau d'artisanat était étonnant. Ces gens n'avaient pas d'outils en métal. Tout était sculpté à l'aide de silex. Pourtant, ils ont réussi à tailler des blocs de calcaire pesant des tonnes et à les transporter juste assez loin pour les disposer en cercle. Le substrat rocheux sur la colline a rendu cela possible. C'était comme si la nature leur avait donné un atelier géant en plein air. Pourtant, même avec les avantages naturels, déplacer et ériger ces piliers aurait demandé une planification, un travail d'équipe et des efforts considérables. Ce n'était pas un travail pour quelques chasseurs. Il fallait des centaines de personnes, des cordes, des leviers et peut-être des semaines de travail pour chaque pièce. Puis vint la partie qui a encore plus intrigué tout le monde.
Après avoir construit ces structures étonnantes, les habitants de Gobessé ont commencé à les enterrer. Ils n'ont pas abandonné le site. Ils ont rempli les enclos de gravats, d'outils, d'os et de débris comme s'ils accomplissaient un étrange acte cérémonial. Une fois sœurs enterrés, ils se sont déplacés vers un nouvel endroit à proximité et ont construit un autre cercle, puis l'ont enterré lui aussi. Ce processus s'est poursuivi pendant des siècles et au fil du temps, il a créé la grande colline artificielle que nous voyons aujourd'hui. Personne ne sait exactement pourquoi ils ont fait cela. Certains pensent que chaque cercle marquait un événement particulier, peut-être la mort d'un chef, la fin d'un cycle, et que l'enterrement faisait partie du rituel. Mais cet acte d'enterrement, quel que soit son but, a constitué un cadeau inattendu pour les archéologues des milliers d'années plus tard. Il a préservé les piliers et les sculptures dans un état presque parfait. Lorsque l'équipe de Schmidt a dégagé les couches de l'enclos D, ils ont trouvé des sculptures encore nettes, intactes par les intempéries, comme si elles venaient d'être faites. Le site a également donné des indices sur à quoi la vie aurait pu ressembler à l'époque. Plus de 100 ossements d'animaux ont été trouvés, dont beaucoup étaient fissurés et coupés à cause de la boucherie. Thierry. Environ 60% de ces os provenaient de gazelles, qui suggèrent une chasse à grande échelle. D'autres os provenaient de sangliers, de cerfs, de moutons et d'oiseaux comme les grues et les canards. Les preuves indiquaient des festins de masse, probablement des événements saisonniers où les gens se rassemblaient de loin à la ronde. Chunk 3. De massifs bassins de pierre trouvés à proximité pourraient avoir servi à préparer de la nourriture ou des boissons. Certains archéologues pensent même que les gens pourraient avoir brassé une forme ancienne de bière à partir de céréales sauvages, offrant une image de festin, de culte et de célébration en un seul lieu. Les sculptures elles-mêmes donnent plus que de la simple décoration. Elles laissent entrevoir des croyances, des rituels et peut-être même une forme de mythologie. Les renards apparaissent encore et encore, sculptés sur plusieurs piliers, leurs crânes placés dans les couches enterrées. C'est eux qui suggèrent qu'ils étaient considérés comme spirituellement importants. Les vautours apparaissent également fréquemment. C'est eux qui a conduit certains à penser que les habitants de Göbekli pratiquaient l'enterrement céleste, où les morts étaient laissés à l'air libre pour être consommés par les oiseaux. Ce n'était pas rare dans les premières sociétés humaines, surtout lorsque les croyances liaient les vautours au voyage de l'âme après la mort. Schmidt a un jour suggéré que Göbekli aurait pu être une nécropole sacrée, un lieu où les morts étaient honorés sous le ciel ouvert. Du haut de la colline, entourée d'animaux sauvages et de symboles de mort et de renaissance, les âmes des morts auraient pu se regarder à travers les vastes plaines, un lieu de silence et de surveillance éternelle. Comme l'a dit chez Schmidt, il contemplait le rêve d'un chasseur. Ce que représente Göbekli fait encore débat. Était-ce un lieu de sépulture, un lieu de rassemblement, un calendrier sacré, un temple dédié aux dieux? Nous ne le saurons jamais. Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais c'est eux qui est indéniable, c'est ceci. Il a été construit à une époque où les humains étaient encore nomades, où l'agriculture commençait tout juste à prendre forme. Et pourtant, l'ampleur de sa construction exige une organisation, des croyances et une coopération à un niveau massif. Les personnes derrière Göbekli n'étaient pas des agriculteurs. Ce n'étaient même pas des villageois sédentarisés. C'étaient encore des chasseurs-cueilleurs. Il n'y avait aucun signe de blé ou d'orge domestiquée. Pas de moutons, pas de chèvres. Il s'agissait de groupes vivant encore de plantes et d'animaux sauvages. Et pourtant, ils se sont réunis et ont construit cet endroit il y a près de 12 ans, vers 9600 avant notre ère. C'est bien avant les pyramides d'Égypte. Bien avant Stonehenge et bien avant l'apparition de l'écriture, cela a tout changé. Jusqu'alors, l'idée était que l'agriculture venait en premier, puis les grands bâtiments et la religion organisée suivaient. Mais Göbekli a renversé cette idée. Des archéologues comme Klaus Schmidt et Juris Peters ont étudié la région de près.
ils ont découvert que la terre autour de Göbekli Tepe était riche en ressources sauvages. Chunk 4. Il y avait des moutons et des chèvres sauvages errant dans les collines et des céréales sauvages, comme le blé amidonnier poussant dans les champs. Les ingrédients de l'agriculture étaient tous là, attendant d'être utilisés. Et puis, il s'est passé quelque chose d'étrange. Quelques siècles seulement après Göbekli Peak, les communautés voisines ont commencé à domestiquer ces mêmes plantes et animaux. Sur un site situé à seulement 20 m de là, des tests génétiques ont montré les premières preuves de blé domestiqué vers 8500 avant notre ère. C'était seulement quelques centaines d'années après l'érection des grands piliers de pierre de Göbekli. L'élevage a commencé peu après également, avec les premiers signes de gestion des moutons et des porcs apparaissant dans un délai de 1000 ans. Cela a soulevé une question importante. Et si les gens n'avaient pas commencé par cultiver la terre et ensuite construire des temples? Et s'ils avaient construit les temples en premier et ensuite commencé à cultiver la terre, juste pour faire fonctionner ces lieux? C'était la théorie de Klaus Schmidt et elle a ébranlé le monde de l'archéologie. Il croyait que la religion venait en premier, le besoin de se rassembler, de vénérer, de créer quelque chose de sacré. Ce sont ces forces qui ont rassemblé les gens. Mais pour amener des douzaines, voire des centaines de travailleurs sur un seul site, pour les y maintenir suffisamment longtemps pour tailler et déplacer des pierres pesant des dizaines de tonnes, il fallait de la nourriture. On ne pouvait pas compter sur les baies sauvages et les cerfs éternellement. Les gens ont dû commencer à planter des céréales et à gérer des troupeaux, juste pour rendre tout cela possible. Selon les mots de Schmidt, l'effort de construction de Göbekli Tepe a littéralement jeté les bases de la civilisation. Tout le monde n'était pas d'accord. Certains chercheurs ont suggéré qu'il pourrait y avoir eu de petites colonies à proximité qui n'ont pas encore été découvertes. Peut-être que les gens commençaient déjà à s'installer lorsqu'ils ont construit le site. Mais même ainsi, le niveau d'organisation dont témoigne Göbekli Tepe est quelque chose que personne n'attendait des chasseurs-cueilleurs. Ils n'étaient pas censés avoir des spécialistes, des chefs, ou une planification à long terme, mais il est clair qu'ils en avaient. Le gouvernement turc a reconnu l'importance de la découverte. En 2018, Göbekli a été officiellement ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le rapport le décrit comme l'un des premiers exemples majeurs d'architecture monumentale fabriquée par l'homme et un symbole du génie créatif précoce. Il a également noté que la construction du site nécessitait des artisans qualifiés, une main-d'œuvre organisée et probablement même une sorte de hiérarchie. Les personnes qui en étaient à l'origine ne faisaient plus que survivre. Elles expérimentaient des rôles, des rituels et des responsabilités. Vers 9600 avant notre ère, le monde changeait rapidement. Chunk 5. Göbekli Tepe se situe juste à la limite de cette transformation. C'est un lieu où les idées sur les dieux, la communauté et la structure ont commencé à prendre forme. Ce n'était pas juste un tas de pierres sur une colline. C'était un signal qu'une nouvelle ère avait commencé. Le moment où des groupes de chasseurs dispersés ont commencé à devenir autre chose, quelque chose de plus proche de nous. En 2020, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de creuser plus profondément, une équipe de chercheurs s'est tournée vers les ordinateurs. L'un d'eux était Gil Hackley de l'Israel Antiquities Authority. Travaillant avec le professeur Avi Gopher de l'Université de Tel Aviv, ils ont utilisé un outil numérique conçu pour repérer les modèles dans l'architecture, un peu comme une version primitive de l'IA. Ils voulaient savoir si les massifs cercles de pierre de Göbekli Tepe avaient été construits au hasard au fil du temps ou s'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand. Lorsque les résultats sont arrivés, ils ont été stupéfaits. Les 3 plus grands enclos, étiquetés D, C et B, étaient tous placés de manière à former un triangle équilatéral presque parfait. Ce n'était pas de la chance. La probabilité que 3 structures distinctes s'alignent accidentellement de cette manière est pratiquement nulle. Ils ont réalisé que les constructeurs devaient avoir un plan dès le début.
Ils ont probablement utilisé des cordes ou des cordons pour tracer le triangle sur le sol, puis ont placé chaque enclos exactement là où les coins atterrissaient. Cela signifie qu'ils comprenaient la géométrie, pas seulement approximativement, mais avec un niveau de précision qui semblait impossible pour des personnes vivant il y a des années. Jusqu'alors, beaucoup pensaient que Göbekli Tepe avait été construit progressivement par différents groupes sur des centaines d'années, chacun ajoutant son propre anneau de pierre sans lien clair. Mais cette nouvelle découverte a renversé cette idée. Ces cercles de pierre n'étaient pas simplement placés là où les constructeurs en avaient envie. Ils ont été conçus pour fonctionner ensemble dans le cadre d'un seul projet unifié. C'était comme découvrir un plan caché qui avait été enterré non pas dans la terre, mais dans la disposition elle-même. Ce qui a rendu cela encore plus remarquable, c'est qu'il a fallu un ordinateur pour le voir. L'algorithme utilisé par Hockley était basé sur la cartographie de l'écart-type, un moyen de scanner des milliers de barres de points et de détecter des formes comme des triangles ou des cercles. Ce n'était pas une IA avancée au sens hollywoodien du terme, mais elle a fait exactement ces qu'un bon assistant d'IA devrait faire. Elle a repéré ces que l'œil humain avait manqué lorsque leurs conclusions ont été publiées dans le Cambridge Archaeological Journal la même année. Les gros titres ont explosé avec une idée simple mais puissante, selon laquelle Göbekli avait été décodé par l'IA. Selon Science Daily, les chercheurs ont montré que les 3 immenses enclos, dont certains atteignent jusqu'à 20 mètres de large, faisaient tous partie d'un seul plan de construction. On a toujours pensé que ces types de construction organisée arrivaient beaucoup plus tard avec l'essor des villes. Mais Göbekli Tepe a repoussé cette chronologie de loin. Chunk 6. Les gens de l'âge de pierre, encore techniquement des chasseurs-cueilleurs, avaient compris comment planifier quelque chose de si massif et le construire avec une coordination qui étonne encore les architectes modernes. Le professeur Gopher l'a résumé simplement. La conception du site et la qualité de la maçonnerie étaient bien au-delà de ces que l'on attendrait de cette période. Des piliers massifs, des sculptures complexes et des alignements parfaits. Tout cela montrait un niveau de planification que personne ne pensait que les peuples néolithiques possédaient. Ce n'étaient pas simplement des ouvriers empilant des pierres. C'était le travail de spécialistes. Des gens qui comprenaient la mesure, la planification, la symétrie et peut-être même l'astronomie. L'idée que les premiers humains pouvaient tendre des cordes à travers une colline vide et marquer des points exacts pour une structure sacrée semble surréaliste. Et pourtant, c'est exactement ces que suggèrent les preuves. Les personnes qui ont construit Göbekli Tepe n'ont pas seulement suivi leurs instincts, ils ont suivi une vision. Cette découverte a également soulevé de plus grandes questions. Si ces enclos étaient alignés géométriquement, s'agissait-il uniquement de structures ou était-ce aussi spirituel? Pointait-il vers quelque chose dans le ciel, des étoiles, des saisons ou des directions sacrées? Cette partie fait encore débat, mais c'est qui est certain maintenant, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un chaos de cercles de pierre aléatoires. C'était un chef-d'œuvre de conception préhistorique. Lee Clare, qui dirige les fouilles actuelles sur le site, a expliqué pourquoi cela est important. Des projets communautaires massifs comme celui-ci pourraient aider à forger une identité de groupe. En d'autres termes, la construction de Göbekli a peut-être aidé les premiers humains à se réunir en société, passant de familles dispersées à quelque chose de plus organisé. Cela signifie que cette découverte ne change pas seulement ces que nous savons des bâtiments anciens. Elle change ces que nous savons de la façon dont la civilisation a commencé. En 2017, une théorie audacieuse a émergé. Le Dr Martin Swartman, un ingénieur de l'Université d'Édimbourg, a examiné les 6 sculptures sur un pilier spécifique, le pilier 43, souvent appelé la pierre du vautour. Il n'a pas vu de mythe, il a vu de l'astronomie. Avec son collègue Démétriosis, il a soutenu que les animaux sculptés étaient des constellations disposées pour marquer une date. Et pas n'importe quelle date. Selon leur étude, les sculptures enregistraient un désastre cosmique, un impact de comète vers 10050 avant notre ère.
Chunk 7, celui qui aurait pu déclencher le gel soudain connu sous le nom de Younger Dryas. Cette période froide a duré d'environ 10800 avant notre ère à 9600 avant notre ère. Et certains scientifiques soupçonnent depuis longtemps qu'un impact de comète aurait pu en être la cause. Sweatman pensait que les habitants de Gobkli avaient été témoins de cet événement, y avaient survécu et l'avaient sculpté dans la pierre. Si cela s'avère, cela ferait du pilier 43 le plus ancien enregistrement connu d'une catastrophe astronomique, et de Göbekli, le premier observatoire du monde. Au début, les archéologues traditionnels étaient sceptiques. Faire correspondre des sculptures à des constellations peut être délicat. Il est facile de voir des modèles qui ne sont pas réellement là. Et l'archéologie n'est généralement pas enseignée en mettant l'accent sur les étoiles. Mais Sweatman ne s'est pas arrêté là. Il a continué à creuser. Et en 2021, un autre indice a été mis en lumière. Un chercheur nommé Dr. John D. Gordon a remarqué quelque chose d'étrange à propos de la pierre du vautour. Il y avait de petites sculptures en forme de V éparpillées sur le pilier, presque comme des marques de pointage. Sweatman a examiné de plus près et a commencé à compter. Il a trouvé 12 groupes de marques qui semblaient correspondre aux 12 mois lunaires. Mais il y avait plus. 11 symboles supplémentaires sont apparus à côté d'eux, juste assez pour faire une année complète de 365 jours. En d'autres termes, CE n'était pas seulement une carte des étoiles, c'était un calendrier lunisolaire, suivant à la fois la Lune et le Soleil. Un V était même sculpté dans le cou d'un oiseau, pointant peut-être vers un seul jour spécial. Sweatman pensait que cela marquait le solstice d'été. S'il avait raison, alors Göbekli Tepe n'était pas seulement un monument. C'était une horloge, une mémoire gravée dans la pierre, un avertissement et un guide. Sweatman croyait que ces eux-mêmes symboles d'oiseaux pourraient représenter la constellation du solstice d'été de 10050 avant notre ère. En utilisant cet indien, il a su les retourner sur le pilier 43 et a également étudié le pilier 33 de l'enclos des voisins. Les pièces ont commencé à s'emboîter. Chunk 8. Il pense maintenant que le site marquait non seulement la date d'un impact majeur de comète, mais aussi une pluie de météores de 27 jours qui a suivi, peut-être les Taurides. Cette pluie passe encore sur Terre aujourd'hui et on pense qu'elle est liée à la même comète. En 2024, Sweatman a publié un article détaillé dans la revue Time and Mind, arguant que les sculptures de Göbekli forment le plus ancien calendrier connu de l'histoire. Si son analyse est correcte, alors ces anciens peuples ont suivi les cycles de la Lune, le chemin du Soleil et les principaux événements cosmiques des milliers d'années, avant que quiconque ne pense qu'une telle connaissance existait. Ils croient qu'ils comprenaient même la précession, la lente oscillation de l'axe de la Terre, qui modifie la position des étoiles sur des milliards d'années. Cette idée est stupéfiante. L'astronome grec Hipparque a découvert la précession vers 150 avant notre ère. Si les bâtisseurs de Göbekli Tepe étaient au courant, ils avaient 10,000 ans d'avance. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. Certains archéologues soutiennent que nous n'avons tout simplement pas assez de preuves. Sans explications écrites, comment pouvons-nous être sûrs que les sculptures signifient « c'est eux que dit Sweatman ». Peut-être que les images sont symboliques, peut-être qu'elles sont spirituelles, peut-être que nous en tirons trop de conclusions, mais la théorie refuse de s'estomper. En 2024, même ArtNet News a publié un article demandant si la pierre du vautour pourrait être le plus ancien calendrier lunisolaire jamais trouvé. D'autres chercheurs ont proposé différents alignements d'étoiles sur le site, certains pointant vers Sirius ou d'autres étoiles brillantes, tous suggérant que les bâtisseurs de Göbekli surveillaient attentivement le ciel. Que ces personnes aient été motivées par la peur ou la foi
Quelque chose les a poussés à graver CS motifs dans la pierre. Sweatman croit que l'impact de la comète a été un événement si déterminant qu'il a donné naissance à une nouvelle religion, une nouvelle façon de voir le monde. Il dit que cela pourrait même expliquer l'essor des temples et des systèmes de croyances organisés. Pour lui, l'histoire de Göbekli Tepe est une histoire cosmique, une histoire de survie, une histoire de mémoire, une histoire où les gens ont levé les yeux, ont vu un désastre et ont décidé de ne jamais l'oublier. Les sculptures en pierre ont perduré pendant des milliers d'années. Bien après la disparition des bâtisseurs, les piliers se sont dressés silencieux, étranges et attendant d'être lus. Si Sweatman a raison, ils nous disent que les premiers astronomes n'étaient pas des Grecs ou des Babyloniens. C'étaient des chasseurs-cueilleurs, blottis sous des cieux anciens, regardant le feu tomber des cieux. Chunk 9. Ils ont enregistré ce qu'ils ont vu, non pas avec du papier ou de l'argile, mais avec de la pierre ciselée. Et peut-être, juste peut-être, ils espéraient que quelqu'un le comprendrait un jour. Après toutes les fouilles, les sculptures, les animaux étranges et les couches de pierre sans fin, une question persiste. Pourquoi l'ont-ils construit? Quel était le but réel de Göbekli? Des gens sculptaient et déplaçaient. Des piliers de pierre géants il y a plus de 11,000 ans, bien avant les villes, avant que l'agriculture ne soit pleinement établie, avant même que l'écriture n'existe. Ce n'étaient pas des gens simples faisant des abris simples, c'était quelque chose d'entièrement différent. Alors, qu'est-ce qui les a poussés à le faire? L'idée la plus courante est que Göbekli Tepe était une sorte de lieu de rencontre sacré, peut-être comme un temple ou un terrain de festival. Les archéologues ont remarqué qu'il n'y a pas de maison, pas de foyer, pas de signe que quelqu'un y ait réellement vécu. Ce n'est pas un village. Cela ressemble plus à un endroit où les gens se rendaient pour des raisons spécifiques. Ils ne venaient probablement pas tous les jours, ni même toutes les semaines. C'était peut-être une chose saisonnière. Les gens arrivaient peut-être au printemps ou à l'automne, restaient un certain temps, puis repartaient. Et ils ne sont pas venus seuls. Ils ont amené des animaux, ils les ont abattus et ils ont festoyé. Des milliers d'ossements d'animaux ont été trouvés partout sur le site. Des gazelles, des sangliers, des oiseaux. Suffisamment pour montrer que ces eux n'étaient pas des rassemblements silencieux. C'étaient des événements massifs. Certains pensent que différents groupes s'y sont réunis. Des clans de toute la région qui ne vivaient pas ensemble mais partageaient des croyances. Chaque cercle de piliers pourrait appartenir à l'un de ces groupes. L'un pourrait avoir principalement des sculptures de renards, un autre rempli de sangliers ou de vautours, presque comme un système totémique. Il est possible que chaque groupe ait son propre animal spirituel. Et Göbekli était le seul endroit où tout le monde se réunissait sous le même ciel spirituel. Chunk 10. L'idée est que cela a aidé à lier les gens, leur a donné une raison de coopérer, de former des liens communautaires précoces avant que de véritables villes n'existent. L'homme qui a dirigé les principales fouilles, Klaus Schmidt, croyait à quelque chose d'encore plus grand. Il pensait que Göbekli Tepe était le premier temple du monde, un endroit construit non pas pour que les gens y vivent, mais pour que les gens se connectent avec des dieux ou des esprits. Ces grands piliers en forme de T n'étaient pas seulement abstraits. Certains ont des bras humains sculptés le long de leurs côtés, comme s'ils étaient censés être des corps. De grands corps stylisés sans tête, qui ont fait se demander à Schmidt si les piliers étaient en fait des représentations d'ancêtres mythiques ou de figures spirituelles. L'emplacement au sommet d'une colline appuie cette idée. Vous pouvez voir tout l'horizon de là-haut. On se sent comme un endroit destiné à être plus proche des cieux. Et il n'y a aucun signe d'agriculture, de cuisine ou de sommeil près des enclos principaux. Tout pointe vers le rituel, pas vers la vie quotidienne. Ce qui le rend encore plus obsédant, c'est ce qu'ils ont trouvé en 2017. Une équipe dirigée par la chercheuse Julia Gresky a découvert des fragments de 3 crânes humains. Mais ceux-ci n'ont pas été simplement enterrés et oubliés. Ils avaient été sculptés. Quelqu'un avait pris le temps de faire des rainures profondes et, dans un CS, de percer un trou.
Ce n'étaient pas des coupures faites pour enlever la chair. Elles étaient lisses, droites et clairement intentionnelles. De l'ocre rouge a également été trouvé dessus, ce qui signifie qu'ils étaient peints. C'est la première preuve solide de crâne humain sculpté au monde. L'un des crânes avait des rainures aux bons endroits pour permettre à une corde d'être attachée autour de lui et suspendue avec le visage maintenu droit. Ainsi, quelqu'un avait suspendu CS crânes, peut-être à des plafonds, peut-être à des poteaux en bois à l'intérieur des cercles de pierre. Cela a conduit à une théorie plus sombre. Peut-être que Göbekli était aussi un lieu de mort, un lieu où les ancêtres étaient honorés ou même vénérés. Il y a des sculptures d'humains sans tête. Un pilier montre même une figure tenant une tête décapitée. Des figurines en argile avec des têtes manquantes ont également été trouvées à proximité. Tout cela pointe vers un culte étrange, quelque chose de centré sur le pouvoir du crâne. Les gens croyaient peut-être que l'esprit d'une personne vivait à l'intérieur de la tête et qu'en gardant le crâne près d'eux, ils pouvaient accéder à son pouvoir. Chunk. 11. Qu'il s'agisse de se souvenir des ancêtres, de protéger les vivants ou d'exposer les ennemis comme des trophées, nous ne le savons pas, mais cela ajoute une couche d'ombre à l'histoire. Soudain, vous pouvez imaginer un prêtre ou un chaman marchant à travers ces pierres anciennes avec des crânes suspendus à leurs côtés, murmurant aux morts ou invoquant un ancien esprit. Cette théorie s'inscrit dans une autre idée qui a émergé au fil du temps. Peut-être que Göbekli n'était pas seulement une question d'humains, mais aussi d'animaux. Partout sur le site, des animaux sont sculptés dans les pierres. Certains sont des prédateurs. D'autres sont des charognards, des serpents, des scorpions, des vautours, des renards. La variété est écrasante. Certains archéologues pensent que ces animaux n'étaient pas des décorations aléatoires. Ils pourraient représenter différents esprits ou forces de la nature. Dans de nombreuses cultures tribales, certains animaux sont considérés comme des guides entre les vivants et les morts. Les serpents muent et renaissent. Les vautours consomment les morts et nettoient le monde. Les scorpions sont dangereux mais puissants. Si les gens de Göbekli croyaient que le monde était plein d'esprits vivants à l'intérieur des animaux, alors ces sculptures n'étaient pas seulement de l'art. Elles faisaient partie de rituels. Certains experts pensent maintenant que tout l'endroit était un immense sanctuaire animiste. Chaque cercle de pierre, chaque ensemble de sculptures d'animaux pourrait être lié à un groupe différent ou à un esprit différent. Les piliers en forme de T, qui ressemblent à des personnes avec des sculptures d'animaux à leur côté, pourraient être imaginés comme des êtres mi-humains, mi-animaux, des ancêtres qui avaient traversé, des enseignants, des gardiens. Peut-être croyaient-ils que ces figures leur donnaient la connaissance de la chasse, de la guérison, de la survie, et les gens venaient les remercier ou demander de l'aide. Même d'autres endroits à proximité de la même période y font allusion. Un site appelé Naluchi, non loin de Göbekli, avait de plus petits piliers comme celui-ci à l'intérieur des maisons, presque comme des sanctuaires personnels. Il est possible que Göbekli ait été la version grandiose, la capitale spirituelle où tous les groupes locaux venaient se rassembler pour effectuer des rituels partagés et se souvenir de leurs racines. Peut-être était-ce une réponse au changement. Alors que les gens commençaient à s'installer et que les anciennes habitudes de chasseurs-cueilleurs commençaient à s'estomper, ils avaient besoin de quelque chose pour les maintenir ensemble. Quelque chose qui leur rappelait qui ils étaient. Quelque chose de plus ancien que l'écriture, de plus ancien que l'agriculture, quelque chose de construit en pierre et en esprit.